à tous et à toutes. On a souhaité commencer par une ouverture européenne sur ces questions des RPS. Donc on va faire une présentation avec Simon L'Oréal du guide européen sur les RPS. Et c'est vrai que ce détour, cette ouverture par l'Europe est tout à fait, à notre avis, essentielle, puisque il y a des approches extrêmement diverses finalement au sein des pays européens, et on se rend compte qu'à travers ce guide, les cultures nationales pèsent beaucoup et enrichissent la copie pour chacun d'entre nous. On a des cultures autour du dialogue social qui sont très différentes. On a des cultures également. C'est vrai qu'en France, on a une place de l'État peut-être particulière qui fait que l'approche des risques a été sans doute prédominante. On a également peut-être une approche de la conciliation entre la vie privée et la vie personnelle qui est peut-être différente d'autres pays, notamment du nord de l'Europe. La place de l'individu, de la personne aussi au sein du travail est tout à fait différente. J'ai été frappé à titre personnel par l'exemple allemand qui, par exemple, prend en compte globalement la personne au travail, y compris dans ses risques privés. Donc, alors qu'en France, on a plutôt tendance à séparer, et en tout cas à traiter différemment. Donc voilà, on a des approches croisées. Il nous est apparu intéressant de vous présenter ce travail qui nous a occupés avec les partenaires sociaux ici présents pendant plus de 2 ans, donc de 2015 à 2017. Et c'est aussi pour nous l'occasion de vous rappeler qu'il y a un dialogue social européen sur les administrations publiques. Alors moi, quand je suis arrivé à la DGFiP, je ne savais pas, donc j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait un dialogue social européen sur les questions d'administration publique. Et peut-être on peut passer à la slide. Voilà, il y a effectivement les traités européens, l'Union européenne soutient et favorise le dialogue social, notamment sur un certain nombre de secteurs, et met en place les conditions au niveau de la Commission européenne pour que ces discussions aient lieu entre partenaires sociaux. Et c'est notamment le cas, il y a une quarantaine de comités sectoriels dans lesquels se déroulent ces dialogues, et notamment le nôtre. Et j'ai découvert donc qu'il y a un des comités qui porte sur les administrations publiques, donc au niveau central et déconcentré, ce qui représente, selon l'étude de représentativité, près de 9 millions d'agents, donc c'est tout à fait considérable. Et les travaux de ce comité ont un rayonnement qui est évidemment tout à fait essentiel. Donc il y a eu un certain nombre de travaux que je vais vous présenter, mais d'ores et déjà, non, si on peut rester sur la slide précédente, le comité est donc constitué des employeurs, donc au niveau de chaque État. Nous représentons la DGFiP, la France, et il y a des fédérations syndicales, notamment au niveau d'EPSU et de CESI, dont un certain nombre de représentants nationaux, et donc 2 représentants ici sont présents pour l'UNSA et la CFDT, et pour le côté employeur, donc c'est l'EPAE. Et donc il y a ce comité sectoriel qui traite ces questions dont je vais vous parler. Voilà, donc la raison d'être du comité, c'est d'améliorer le fonctionnement des administrations européennes, de promouvoir le dialogue social à tous les niveaux, et d'assumer un rôle d'avis dans l'élaboration des politiques européennes. Donc la Commission est tout à fait capable et désireuse à certaines étapes de nous demander un avis circonstancié sur l'égalité homme-femme, etc. Donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés, notamment des recommandations. Le comité travaille beaucoup sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, à partir de statistiques européennes et nationales. On a également, Karine Soulier en a dit un mot, des accords également plus structurants autour de l'information, consultation des travailleurs dans le secteur public. C'est donc tous les accords, finalement, tous les sujets de consultation sociale. Et donc c'est un socle de base qui a été rappelé notamment lors du sommet social de Göteborg il y a quelques mois. Et cet accord qui a été signé par la France, puisqu'à l'époque nous avions la présidence du comité, a vocation à être transformé en directive. Il fait l'objet de discussions actuellement avec la Commission. Et puis nous portons des projets collectivement d'envergure. Ce projet sur les risques psychosociaux en est un, il nous a occupé 2 années. Et puis nous attaquons le prochain sujet qui va vous intéresser, je pense également, autour de la digitalisation et de l'équilibre vie privée professionnelle. C'est un
un projet qui finalement est dans la continuité de la prévention des risques psychosociaux et qui va donc nous occuper les 2 prochaines années. Alors, le projet, puis je laisserai la parole à Simon pour présenter le guide. Il a quelques caractéristiques que je voudrais vous présenter. Merci. D'abord, on s'est rendu compte que depuis effectivement quelques années, l'impact des restructurations, l'intensification du travail, la conciliation des rythmes de vie privés professionnels était une préoccupation généralisée en Europe, dans les administrations européennes, et le comité s'est très tôt saisi de ces questions et a souhaité amener une attention particulière sur 2 sujets qui sont assez récurrents dans les administrations européennes, à la fois l'impact des nouvelles technologies sur la qualité de vie des agents, premièrement, et puis un sujet qui est revenu de manière très récurrente, ce sont les problématiques d'exposition finalement à des tiers, et notamment les cas les plus difficiles, hein, quand il y a des cas de violence, mais pas que, les demandes finalement de tiers pour les agents publics exposés finalement donc au public. Et c'est ce qui fait que dans le secteur public, il y a une prévalence de ces risques qui est assez forte, parce que justement il y a cette exposition, et c'est apparu de manière assez générale dans les pays qui ont été investigués, puisque nous avons eu une étude extrêmement scientifique qui a duré la durée du projet, qui a été menée par un laboratoire de recherche anglais, l'Institut Labo, qui a effectivement montré que ces 2 sujets étaient finalement au cœur des risques, et donc devaient être traités en priorité. Il y en a une dizaine d'autres, mais ces 2-là sont apparus de manière significative. Les coordinateurs du projet, je l'ai dit, étaient effectivement EPSU pour la partie des organisations syndicales, et puis la DGAFP pour les employeurs européens. Ce projet a duré 18 mois. Il a été financé par la Commission à hauteur de 300 000 €. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés, et ça a mobilisé plus de 80 experts de 21 pays de l'Union. Donc vous voyez, il y a une représentativité forte des exemples qui ont pu être tirés à la fois sur les nouvelles technologies, sur cette violence par les tiers qui ressortait également au niveau européen, sur la conciliation des rythmes de vie privés-publics. Et il y a eu des pratiques et des contributions de plus de 14 pays, couvrant de nombreux services, à la fois au niveau central, déconcentré, des opérateurs. Donc c'est la première fois que l'on produit ensemble un travail qui est effectivement prend la forme d'un guide, hein. On va vous le présenter. Ce guide, vous pourrez le télécharger. On va vous donner les liens. Il a été traduit en plusieurs langues, et il définit un certain nombre de termes communs, parce qu'encore une fois, on n'a pas les mêmes mots pour qualifier ces sujets-là en Europe, hein. Il y a pas la notion de RPS n'est pas forcément traduite de la même façon, et donc le champ sémantique doit être précisé. Il y a des cadres juridiques aussi qui diffèrent, des acteurs. Il y a un écosystème de la prévention des risques qui est différent. On retrouve les mêmes types d'acteurs, mais qui sont pondérés peut-être de manière différente. Simon va vous en dire un mot. Des cas pratiques, des actions. Il y a un rapport d'étude plus scientifique qui a été mis en ligne également, avec un travail de fond de la part des chercheurs. Et puis une courte vidéo d'animation pour présenter le guide à un large public qui vous sera diffusé dans quelques instants. Voilà, je vais passer la parole à Simon L'Oréal pour présenter le guide. Merci. Merci Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. Alors il me revient la périlleuse mission de vous présenter le riche contenu du guide et de l'étude en l'espace de 5 minutes. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais évidemment, je vais rester relativement sur la surface des choses, et je vous inviterai à la fin de la présentation justement à aller consulter vous-même le guide et toute cette étude, qui sont évidemment disponibles en ligne, comme l'a déjà dit Jean-Marc. Donc le guide et l'étude permettent dans un premier temps d'informer sur l'ampleur et l'impact des risques psychosociaux en Europe, en général en Europe et plus spécifiquement dans le secteur public. Déjà sur des éléments de contexte qui touchent l'Europe dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une mutation de l'emploi depuis plusieurs décennies qui fait que les travailleurs sont moins exposés aux risques physiques, même s'ils existent toujours, et de plus en plus exposés à des risques psychosociaux, c'est-à-dire des facteurs sociaux et mentaux qui affectent le bien-être des travailleurs.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans l'ensemble des secteurs et partout en Europe. Les conséquences effectivement de ces expositions sont également les mêmes partout, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences à la fois pour les travailleurs, pour les employés, qui peuvent avoir des conséquences comme de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, également des conséquences pour les organisations avec des taux d'absentéisme qui peuvent être élevés, une rotation du personnel ou turnover important, voilà, tout un tas de conséquences. Et puis pour l'ensemble de l'économie également, les risques psychosociaux ont un coût qui a été évalué à peu près à 25,4 milliards d'euros en 2013 par l'Agence de santé sécurité au travail de l'Union européenne, OSHA. Voilà, je vais revenir encore sur la slide précédente, merci. Il y a un ensemble de définitions. Alors le guide et l'étude fournissent un certain nombre de définitions et des informations sur les facteurs de risque. En fonction des pays, on parle de risques psychosociaux, on parle d'agents de stress, on parle d'agents stresseurs, mais tous ces termes en fait reflètent la même réalité partout. Il y a une classification des facteurs de risque qui peut être différente. En France, on a choisi d'avoir 6 facteurs de risque, par exemple, dans la classification. En Allemagne et en Belgique, il y en a 5. En Espagne, cela va jusqu'à 9. Globalement, on va dire tous ces facteurs identifiés reflètent également des réalités assez semblables. À noter néanmoins que la France est le seul pays à reconnaître le conflit de valeurs comme un facteur de risque psychosocial. Plus spécifiquement au secteur des administrations, on remarque qu'en Europe, qu'en moyenne, les risques psychosociaux sont quand même un peu plus élevés dans le secteur public que dans tous les secteurs de l'économie dans leur ensemble. Cela a effectivement différentes explications. Une des explications, et qui ressort assez clairement, c'est que les agents publics sont plus souvent au contact d'usagers vulnérables, en situation vulnérable, d'usagers difficiles, avec effectivement beaucoup plus exposés aux violences et aux abus de tierces personnes. C'est d'ailleurs le premier facteur de risque qui est identifié pour les RPS. Après, il y a d'autres facteurs évidemment, mais c'est une des explications. Les autres facteurs sont effectivement des contraintes de temps, parfois des mauvaises communications, collaborations, manque d'autonomie et autres encore. Je vais passer à la slide suivante, merci. Alors le guide, deuxièmement, le guide, outre l'ampleur et l'impact, le guide donne des éléments sur les cadres législatifs qui existent en Europe, les cadres législatifs et aussi les acteurs de soutien dans les différents pays. Les cadres législatifs, quels sont-ils? Tout d'abord, il y a un principal texte qui est la directive santé-sécurité au travail de 89 de la Commission européenne, qui a été transposée dans tous les États membres et qui impose un certain nombre d'obligations aux employeurs d'assurer un lieu de travail, un milieu de travail sain et sûr, avec des obligations de prévention, des obligations de formation. Voilà, et cette directive a été transposée dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et un grand nombre de pays d'États membres sont allés beaucoup plus loin en termes de législation que ces minimums. Il y a également 2 accords de cadre européens qui ont été signés par les partenaires sociaux au niveau intersectoriel, un sur le stress lié au travail, l'autre sur les violences et le harcèlement au travail, et qui a été également mis en œuvre par les affiliés nationaux dans les différents États membres. Et puis enfin, dans les différents États membres, on trouve des accords collectifs nationaux, pas dans tous, mais dans certains, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Suède, et évidemment en France, puisque le protocole d'accord sur la prévention des risques psychosociaux dans les 3 versants de la fonction publique a été signé en 2013. Sur les acteurs, je vais aller très rapidement, puisque les acteurs sont à peu près les mêmes dans chacun des pays. On trouve les représentants, les acteurs de prévention, les soutiens qui sont apportés en cas d'exposition aux risques psychosociaux. Il y a évidemment les représentants du personnel, les syndicats, les inspecteurs du travail, les médecins du travail, évidemment la direction qui est là pour épauler aussi ces agents. Et puis, dans certains pays, des personnes de confiance, c'est le cas en Belgique, ou aux Pays-Bas par exemple, où c'est des personnes qui sont là pour épauler, pour apporter un soutien
aux agents qui auraient été exposés à des situations de harcèlement ou violence, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque tous ces acteurs existent, mais avec vraiment une importance très différente et un rôle très différent en fonction des pays. Il y a des pays où les médecins du travail, les médecins de prévention ont vraiment un rôle majeur, d'autres où il est beaucoup plus subsidiaire. C'est le cas à peu près de tous ces acteurs, mais ils existent et ils sont là partout. Pour la suite, je vais passer très rapidement sur cette slide. C'était un tableau qui montrait les actions qui peuvent être entreprises contre les risques psychosociaux dans les différentes administrations publiques en Europe. Il y a des actions contre le stress, contre la violence, effectivement, contre les horaires, des procédures, avec une importance, c'est plus ou moins systématique, on va dire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais les administrations ont plus ou moins mis en place des actions ou des procédures. Je vais passer plutôt à la suite, puisque le temps est limité. Voilà, pour dire que d'une manière générale, on a remarqué qu'en 2014, c'est les dernières données européennes qui sont disponibles sur les administrations publiques en Europe en général, 2/3 des administrations évaluaient les risques professionnels, analysaient ces risques, même plus des 2/3 puisqu'on est à 73% en moyenne, avec effectivement des pourcentages variables. Mais le problème, c'est que moins de la moitié évaluait les RPS, les risques psychosociaux, dans ces évaluations des risques. Alors pourquoi cette difficulté ? Cette difficulté, c'est aussi ensuite, pour ceux qui font les évaluations, c'est de passer de l'évaluation au plan d'action, à faire des actions. Il y a réellement une problématique là-dessus. C'est une problématique qu'on retrouve effectivement ici en France, mais dans tous les autres pays, il y a cette même problématique. Alors, pourquoi ces problèmes ? Tout simplement parce qu'il y a une réticence à parler de ces sujets-là. C'est tout le travail qui est fait ces dernières années dans tous les pays pour essayer il est très facile de mettre des mots et de comprendre les risques physiques, beaucoup moins sur les risques psychologiques. Il y a effectivement un manque d'expertise, c'est un sujet relativement nouveau. Qui n'a que quelques années, les administrations se trouvent face à un manque d'expertise et un manque de soutien sur ces questions. C'est pour ça qu'un certain nombre font appel aussi à des acteurs externes pour pouvoir les aider à mettre en place des actions. Il y a des problématiques effectivement de temporalité, comment mettre en place des plans vivables et viables, c'est-à-dire avec des actions à court terme, des actions à long terme, comment trouver le bon équilibre entre tout ça. Et puis, le guide reconnaît toutes ces difficultés, essaye d'apporter quelques réponses, et surtout, le guide apporte des exemples pratiques. Et c'est ce dont on s'est attaché à faire, ce qu'on s'est attaché à faire dans tout le long du travail qu'on a fourni et dans le guide, des actions pratiques de prévention primaire, secondaire et tertiaire, qui viennent d'exemples de différents pays, de services très différents également, et pour essayer de donner des idées, pour essayer d'épauler, de soutenir tous les lecteurs du guide qui pourront bien évidemment s'en inspirer. Sans rentrer dans les détails des actions, juste 3 actions très rapides, même 2. Par exemple, vous avez un plan d'action qui se passe dans un job center, un pôle emploi en Allemagne où ils sont confrontés à un taux de violence assez important. Ils ont mis en place tout un tas d'actions pour prévenir la violence avec des formations, avec un certain nombre d'aménagements sur l'environnement de travail, des procédures, des systèmes de soutien des usagers, et clairement qui a montré des résultats, qui a fait baisser le taux de violence de la part des usagers. Il y a moins de violence, même s'il y en a toujours. Et puis surtout, les agents savent beaucoup mieux faire face à ces situations, avec un soutien mutuel qui a largement augmenté. Je citerai juste un deuxième exemple présent dans le guide parmi de nombreux autres. En Belgique, le ministère des Finances, le SPS Finance, a mis en place un système d'horaire flexible, un système d'horaire où les agents choisissent beaucoup plus les horaires auxquels ils veulent arriver et partir, où effectivement ils définissent leur charge de travail. Et clairement, ce dispositif, depuis 2014, a fait baisser le taux d'absentéisme et donne l'impression aux agents, à un ressenti qu'ils sont beaucoup plus autonomes dans la manière de définir leurs objectifs. Voilà, je vais conclure ceci en vous disant que tout simplement la meilleure manière de voir tous les résultats et les enseignements de ces travaux, c'est de télécharger le guide qui est disponible sur le portail de la fonction publique, entre autres,
Et si vous souhaitez le diffuser largement, vous êtes bien sûr invité à le faire. Et le guide et les autres résultats sont également disponibles en plusieurs langues. Vous trouverez également d'autres documents sur cette page, et notamment une vidéo en anglais mais sous-titrée en plusieurs langues, dont le français, qui vous sera diffusée dans quelques instants. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais donner la parole à nos partenaires. Bonjour à tous, Guillemette Favreau, CFDT. En préambule, la démarche d'élaboration du guide nous semble être l'illustration d'un dialogue social de qualité, très concrètement. C'est-à-dire que quand on met dans le même groupe de travail des employeurs et des agents publics au niveau européen, ils sont capables de construire un outil concret, partagé, au service d'une meilleure qualité de vie au travail. Donc nous, ça nous semblait déjà être une démarche assez intéressante. Sur on va dire sur le contenu du guide et le contexte dans lequel ce guide nous semble intéressant. La multiplication des réformes des agents publics que connaissent les agents publics, la précarisation de l'emploi public qui s'accentue, le déploiement de la e-administration génère des risques psychosociaux qui sont de plus en plus prégnants, comme en attestent d'ailleurs les divers dispositifs mis en place par les fonctions publiques européennes. Donc, la prévention des risques psychosociaux, c'est interroger les organisations de travail, c'est interroger aussi le sens du travail, c'est replacer l'agent au cœur de son collectif de travail et donner du sens à ses missions. C'est aussi, par nature, améliorer le fonctionnement du service public, donc la qualité du service rendu aux usagers. Donc, ne fût-ce que pour ça, c'est vraiment un sujet très porteur, qui n'en est qu'à ses débuts. On va prendre pour exemple la France, qui a mis en place des plans de prévention des risques psychosociaux et des comités de suivi dans tous les ministères. C'est une excellente chose, mais on voit bien qu'on est encore au début de la démarche et qu'on est à la peine pour passer de la prise en charge et l'accompagnement de faits psychosociaux à la prévention, à la mise en place de la prévention primaire. J'en veux pour preuve les dernières réformes mises en place par les administrations centrales qui ont peu ou pas du tout activé les études d'impact en termes de risques psychosociaux sur les réformes engagées. Donc on a encore du chemin en commun avec les employeurs à faire sur ce sujet-là. Sur le dialogue social, il nous semble que tout ce qui va être qualité de vie au travail, par nature, nécessite un dialogue social de qualité, pérenne, suivi, continu, au plus proche des collectifs de travail. Dans ce contexte, et dans le contexte des concertations actuellement mises en place par le gouvernement français sur le nouveau contrat social avec les fonctionnaires, nous est annoncé la suppression dans son format actuel d'une instance de dialogue social fondamentale pour faire vivre la qualité de vie au travail, qui est le comité d'hygiène, santé, sécurité au travail. La CFDT, là-dessus, est très inquiète et elle sera très, très vigilante à ce que cette instance de dialogue social ne disparaisse pas des écrans radars, parce que si on veut faire vivre la qualité de vie au travail de manière concrète, opérationnelle, il faut nécessairement organiser le dialogue social de façon cadrée, et ça s'incarne dans une instance qui est le CHSCT.
Bonjour, donc Annick Fayard, secrétaire nationale UNSA Fonction publique. Merci Madame Soulet de nous avoir invités aujourd'hui. Alors moi je vais m'inscrire dans les interventions précédentes et effectivement c'est une bonne nouvelle d'être ici et d'avoir, vous l'avez vu, participé à ces travaux, puisqu'on fait la preuve ici d'un dialogue social extrêmement constructif et à tous les niveaux. Et donc, c'est quand même une belle démonstration du fait que le dialogue social, quand on est deux autour de la table et qu'on souhaite le mettre en œuvre, eh bien, c'est possible. C'est le premier message et c'est important. C'est important à tous les niveaux. Et je vous renvoie à la déclaration commune employeur que vous trouverez, j'imagine, dans le guide. C'est important de la lire parce qu'elle contient des éléments très riches. Vous le voyez, c'est productif. Il y a un guide, une étude européenne et également une vidéo que vous allez avoir l'occasion de regarder. Et c'est important aussi de se saisir de ces travaux et d'échanger sur ce dialogue social et ses productions à tous les niveaux. Et ça va du niveau européen au niveau national et ensuite au niveau local. Et ça doit aller aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire, et c'est la deuxième partie, j'imagine, de cette journée, de travailler sur des expériences locales et ensuite d'essayer d'en tirer une analyse de pratique et d'en remonter évidemment des conclusions pour en tirer bénéfice. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est les bonnes pratiques et on souhaite qu'elles perdurent. Évidemment, c'est important donc de se saisir de ces travaux au niveau français. Alors, moi, j'ai une petite des interrogations comme guillemette au titre de l'UNSA. On s'interroge parce qu'il y a une concertation ouverte sur la santé sécurité au travail et que on aimerait bien voir cette problématique de qualité de vie au travail être inscrite dans le cadre de cette concertation, puisqu'il y a des améliorations substantielles à y apporter, et que pour l'instant on est encore sur des éléments de réparation ou de compensation, et que c'est malheureusement une culture française très axée sur le soin et très peu sur la prévention qu'on est en train de reproduire. Donc voilà, on a vu que le prochain groupe de travail avait été annulé. Bon, l'agenda est très très sollicité, mais on est un peu inquiet. Et alors, effectivement, je m'inscris complètement dans notre inquiétude très importante en termes de dialogue social sur ce qui serait une modification substantielle des instances de dialogue social concernant la santé-sécurité au travail et des conditions de travail, à savoir les modifications substantielles apportées à ce dialogue social. On parle clairement des CHSCT. Et là, effectivement, on a une très vive inquiétude parce que c'est... D'abord, vous le savez, hein, la culture en termes CHSCT est très récente dans la fonction publique. Elle nécessite quand même une analyse spécialisée. On a mis, notamment dans le cadre de l'accord sur les risques psychosociaux, de très nombreuses formations en place à tous les niveaux, du côté employeur et du côté aussi représentant du personnel. Donc, c'est une occasion pour vous faire part aussi, au titre de l'UNSA, de notre très vive inquiétude. Alors, pourquoi c'est important de travailler sur ces questions des risques psychosociaux et quel lien avec la qualité de vie au travail? Eh bien, la qualité de vie, enfin, les risques psychosociaux peuvent être analysés et c'est comme cela qu'on les analyse à l'UNSA, j'imagine aussi, enfin, c'est ce qu'on a vu aussi avec les partenaires sociaux, comme une qualité de vie au travail qu'on a laissé se dégrader. Donc, il est important, ça nous rappelle, quand on travaille sur les risques psychosociaux, qu'il faut faire un lien avec la qualité de vie au travail et notamment sur ce qui détermine la qualité de vie au travail. Si on veut faire avancer cette question, il faut travailler sur les déterminants de la santé, à savoir sur l'organisation du travail, sur les conditions de travail, sur les relations professionnelles et sur la conciliation vie privée et professionnelle notamment. C'est-à-dire qu'il faut travailler en prévention primaire, comme c'est inscrit dans ce guide et autres. Et c'est très important, en particulier dans le contexte que nous a rappelé Karine Soulet, à savoir un contexte d'intensification du travail. Les charges de travail vont être de plus en plus importantes, de restructuration. On a déjà eu la MAP, on a déjà eu la RGPP. Ça induit énormément de modifications en termes notamment d'effectifs. On a des effectifs vieillissants, donc on a des évolutions démographiques qui vont percuter aussi les pratiques managériales et la gestion et l'accompagnement des agents. On a
prévu et annoncé et déjà mis en œuvre le processus de numérisation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication que nous a rappelé Madame Soulet, et puis le phénomène de violence qui monte très fort aussi, on l'a vu au niveau statistique. Et puis, il y a une autre raison très importante pour s'occuper en particulier de ce sujet, c'est la place singulière de la France. Parce que, eh bien là, Simon nous l'a rappelé, normalement, enfin, en tout cas, ce qu'on a pu observer au niveau européen, c'est qu'on avait une régression globale au niveau européen et une amélioration, disons, de tout ce qui est au niveau des conditions de travail, des risques physiques. Et malheureusement, on avait une augmentation significative des risques dits en santé mentale, des risques psychologiques au travail. Ceci dit, c'est pas vrai pour tout le monde, et en particulier, des études, notamment une étude d'Eurofound, vient montrer que la France occupe à ce titre une place singulière. Alors, on a effectivement noté un relatif décrochage de la France, de manière générale, avec un profil assez singulier des relations au travail, un profil français, qui a été relaté notamment par une collègue de l'ANACT, Anne-Marie Picot, ce profil français des relations au travail, qui instaure en particulier une distance hiérarchique importante, des relations descendantes, des modes de décision faiblement participatifs, un faible niveau d'équité, de coopération et de confiance dans les relations de travail, un insuffisant respect des personnes. Donc, on peut aussi se dire que c'est une des raisons pour lesquelles on aurait une ampleur toute particulière des risques psychosociaux en France, hein, qu'on voit dans les études Summer notamment. D'où l'intérêt aussi de développer la prévention. En ce qui concerne l'intensification du travail aussi, toujours dans ces mêmes études, on note que les Français sont beaucoup plus concernés par la maîtrise forcée des émotions au travail. Et ça, c'est une dimension essentielle. Ne pas pouvoir montrer ce que l'on ressent, ce qui veut dire que c'est inquiétant aussi au niveau des risques psychosociaux et que c'est vraisemblablement, avec l'autonomie, une des variables importantes à travailler. On voit aussi une montée des comportements hostiles du travail, aussi bien en externe qu'en interne, et avec un délitement important des collectifs. Donc, c'est important de vraiment prendre conscience de ces travaux européens pour pouvoir mieux travailler à la fois dans le cadre européen et sur nos spécificités françaises. Donc, je ne reviendrai pas sur le sens du travail empêché. On a aujourd'hui dans la rue les EHPAD qui viennent réinterroger la qualité du travail, la qualité de vie au travail. C'est des illustrations très fortes. Je ne vous rappellerai pas les mouvements des surveillants pénitentiaires qui étaient sur des questions de sécurité, mais pas seulement, aussi sur qualité du travail et sur les risques psychosociaux, et la question des restructurations, des fusions incessantes. La France, elle a aussi malheureusement une spécificité en termes même d'environnement physique, puisque ce que l'on observe dans l'étude d'Eurofound, c'est que la tendance en France est à la dégradation de cette qualité du travail, alors même qu'on a des modifications substantielles de l'environnement physique. Et ça, c'est un peu étrange d'avoir cette spécificité, puisque Simon vous l'a rappelé, il semble que les risques physiques diminuent partout, et chez nous, il semble ne pas diminuer. Donc, ces enquêtes à la fois européennes et nationales viennent donc infirmer la représentation courante selon laquelle eh bien, la modernisation technique des environnements professionnels entraîne de facto et naturellement l'amélioration des conditions de travail physique. Et je vous alerte là-dessus parce que c'est une représentation qui est fortement partagée et que nous sommes justement à l'aube quand même d'une transformation numérique absolument magistrale et très importante. Donc, je vous alerte, parce que vous êtes les managers et parce que le rôle du management et de l'encadrement est absolument essentiel sur ces actions et sur ces éléments. Donc, pour nous, à l'UNSA, vous l'avez compris, il est important de privilégier une approche de promotion de la santé et une approche sur la qualité de vie au travail plutôt que la réparation ou la compensation des pénibilités. Et je voudrais aussi faire une incise pour terminer et vous alerter sur
l'idée d'avoir effectivement une approche extrêmement globale et de ne pas saucissonner, segmenter les sujets. Et j'aimerais aussi faire un lien, par exemple, avec des sujets qui ont été abordés, et je trouve ça très intéressant par Karine Soulet au tout début de cette présentation, et notamment sur la question de l'égalité professionnelle. Puisque au niveau européen, dans le cadre du dialogue social, c'est des éléments qui ont été aussi soulignés, c'est-à-dire les risques psychosociaux et la question des femmes, puisque il faut souligner que l'exposition au risque est renforcée, notamment en ce qui concerne les comportements sociaux hostiles, puisque la question du harcèlement vient se greffer à d'autres problématiques. Et comme vous le savez, les femmes sont plus particulièrement exposées, à ces risques. Merci. Vous avez vu que l'exigence émotionnelle était plus forte aussi, donc c'est un élément. Comme vous le savez aussi, la charge mentale qui pèse sur les femmes, notamment avec le phénomène de la double journée, est extrêmement important. Et donc, en termes de risques psychosociaux, on voit aussi une différence dans leur exposition. Et puis, comme vous le savez, au-delà des conditions de travail, il y a aussi les questions de perspectives de travail, de perspectives de carrière, de rémunération. Vous savez que l'égalité dans ce domaine n'est pas de mise. Il subsiste encore des écarts et que ça a un impact aussi parce qu'elles sont plus souvent en temps partiel et sur certains versants de la fonction publique, elles sont le plus souvent et alimentent la catégorie C. Donc voilà, c'est une occasion pour souligner ces éléments. Je vous remercie. Merci mesdames, merci messieurs. Je pense qu'il y a une petite vidéo de 2 minutes pour conclure ce premier temps avant de passer à nos amis québécois. Across Europe, central government services cover different kinds of missions, services, or administrations from one country to another. But they are all affected by psychosocial risks, which are a growing concern. There are various risk factors that can cause high levels of stress, such as dealing with users who are in a difficult or vulnerable situation, time pressure, workload and inadequate resources, lack of cooperation within the organization, job insecurity, discrimination, harassment. Exposure to these risks can have a very damaging psychological and physical health effects for the employee. Cardiovascular diseases, musculoskeletal problems, burnout, depression, and even suicide. For the functioning of the organization, the effects are high levels of sickness, poor performance, low morale that can increase work errors, higher costs, and potential reputational damage. Psychosocial risks must not be ignored. Central governments must be exemplary in preventing and tackling those risks at work. To this effect, trade unions and employers have produced together the very first European guide especially made for all the stakeholders in central governments. In the guide, you will find a brief reminder of European legislation, an overview of social dialogue agreements on stress and third-party violence, how to carry out risk assessments with employees, and above all, examples of collective and individual solutions which have already been implemented in different countries. In case of exposure to physical or verbal violence, a clear policy involving managers, medical and psychological staff, and other colleagues to deal with complaints and to provide support to the employee has allowed for quick and efficient response. The introduction of digital tools can lead to work intensification and stress. Consultation and regular training of employees and managers about new technology have reduced stress levels. With new technology, employees are potentially connected to their work 24 hours a day. Establishing rules by social dialogue is part of the solution, for example, on the right to disconnect. Beyond these examples, you will find in the guide why and how to introduce in a coherent way a real prevention culture of psychosocial risks in your organization.